3 sortes de nourriture, on a 3 sortes de becs. Cette nourriture, ils la trouvent dans leur environnement. On aura des assiettes qui simulent l'estomac des pinsons. Vous serez par groupe de 4. Chacun d'entre vous sera un pinson, avec son estomac, avec son bec. Il y en aura 2 qui auront des becs semblables. Donc dans 5 secondes, il y aura mon top. Top. Dans le cas de la modélisation prise de bec, il s'agit de bien faire comprendre aux élèves que les plages de temps de 30 secondes représentent la vie d'une génération de pinsons. Chaque type de pince représente un pinson et un type de bec particulier. Les lentilles, les haricots et le vermicelle, la nourriture disponible sur le lieu de vie des pinsons. Il peut être utile de demander aux élèves, après avoir donné le contexte de la modélisation, d'écrire individuellement ces correspondances et d'en discuter ensuite avec la classe. Qui est arrivé première? Moi. Conséquence. J'ai 2. Tu auras 2 descendants. On rajoute une pince, d'accord? Qui est arrivé deuxième? Moi. D'accord. Tu as un descendant. Donc tu gardes ta pince. L'enseignante décide d'accompagner un groupe d'élèves à un moment crucial de la modélisation. Celui qui consiste au bout du premier laps de temps à déterminer le nombre et le type de pinces qui vont participer au second tour. Dans le cas de la modélisation prise de bec, c'est la quantité de nourriture récoltée par chaque élève durant le temps imparti qui est déterminante. On considère ici que celui qui se nourrit le plus aura une descendance plus importante que les autres joueurs. Donc la génération suivante, combien de becs fins? 3. 3. Et un Un gros. gros bec. Donc vous êtes sur l'île vermicelle, 0. 0 et 1. Voilà. La modélisation de l'évolution des types de becs présents dans la population des pinsons fait apparaître la notion de temps comme paramètre primordial. Il est alors impératif de noter scrupuleusement les résultats de chaque tour et d'organiser les données recueillies afin de pouvoir les analyser dans un second temps. Les professeurs choisissent ici d'aider les élèves à collecter leurs données dans des tableaux accessibles visuellement à toute la classe. Cette aide à la structuration des résultats est judicieuse car le contexte de la modélisation est déjà assez complexe. Je vais directement à la 3e génération. Qu'est-ce que l'on peut dire concernant la répartition des becs sur cette île 3 générations plus tard? Disparition D'une espèce. 3 générations plus tard, des pinsons à bec fin, c'est-à-dire les pinces fines, il n'y en a plus. Des becs pince-outils Non plus. ne restent au bout de 3 générations que les pinces en bois, c'est-à-dire les pinsons que l'on pourrait dire à bec comment? À gros bec. On constate que le choix des tableaux synoptiques et communs est un support efficace pour l'analyse des données recueillies. Il permet en effet à tous les élèves de visualiser les résultats obtenus par l'ensemble des groupes sur chaque île et de se centrer rapidement sur l'analyse précise d'un des tableaux. Au départ, on a une espèce unique. On a une seule espèce sur le continent, avec des différences au niveau de la taille du bec. Ce groupe, avec ces quelques petites différences, ont migré sur les différentes îles sur lesquelles ils ont trouvé de la nourriture de nature différente. Le fait de trouver de la nourriture différente a permis ensuite de sélectionner une forme, une taille de bec. L'enseignante propose ici de synthétiser les explications que la modélisation permet d'élaborer quant à la forme des becs en fonction de l'île sur laquelle vivent les pinsons. Si cette hypothèse de sélection naturelle est juste, elle devrait nous permettre de faire un certain nombre de prédictions que l'on devrait ensuite pouvoir vérifier. L'enseignant aide les élèves à repérer les étapes importantes d'une démarche scientifique qui permet d'établir des connaissances solides. Il signifie clairement aux élèves que la modélisation a pour l'instant permis d'échafauder un modèle explicatif portant sur la sélection naturelle. Ce modèle aura valeur de loi uniquement s'il permet de prédire l'évolution des types de becs dans les populations de pinsons sauvages en fonction d'événements qui modifieraient les conditions d'accès à leur nourriture. En d'autres termes, ce que nous apprend la modélisation doit être à nouveau confronté à de multiples situations d'évolution et présenter un caractère prédictif avant d'acquérir le statut de connaissance scientifique. En 1842, il y avait une abondance de végétation et de graines de toutes les tailles. L'année suivante, la végétation est desséchée. Le stock de graines de l'année dernière, donc de 1842, s'épuise. Seules les grosses graines sont présentes. Qu'est-ce qu'on peut supposer qui va se passer à ce moment-là? Les petits becs qui meurent parce qu'ils peuvent plus se nourrir.
L'enseignant donne l'occasion aux élèves d'éprouver les conclusions tirées de la modélisation. Il leur demande, à partir d'une situation concrète, de prédire l'évolution des types de becs dans la population de pinsons. L'année suivante, en 1844, la période de sécheresse est terminée. Augmentation progressive du nombre de graines disponibles de toutes les tailles. On se retrouve dans quelle situation? Comme en 1942. La situation proposée est suffisamment complexe pour éprouver la robustesse du modèle, puisqu'après un événement climatique exceptionnel influençant l'alimentation des pinsons, on observe un retour à la normale. Les résultats, je vous les donne. Que nous montrent ces courbes? Le nombre des pinsons ont diminué, après ils ont augmenté. Les élèves confrontent leurs prévisions effectuées sur la base des résultats de leur modélisation aux données réellement recueillies sur le terrain. Ce qui était au départ une hypothèse, après ces observations, devient quoi? La preuve. Une preuve. Autrement dit, cette hypothèse n'est donc plus une hypothèse, mais une explication. L'enseignant aide à nouveau les élèves à se repérer dans les différentes étapes de la démarche scientifique consistant à valider un modèle. Ce recul doit permettre aux élèves de mieux caractériser certains aspects d'une démarche scientifique, mais également de réinvestir ces connaissances lors de nouvelles situations de recherche. Le cours précédent et hier, on avait vu qu'il y avait un certain nombre d'indices qui avaient été récoltés par Darwin. Le premier de ces indices, c'était quoi? L'adaptation à l'environnement. Oui, effectivement, les espèces, les pinsons en particulier, sont adaptés à leur environnement. Autrement dit, ils ne peuvent manger que ce qu'ils peuvent trouver et attraper. La deuxième pièce du puzzle, c'est... Ils sont différents, même si c'est la même espèce. L'enseignant attire ici l'attention des élèves sur la méthodologie qui permet d'établir une théorie en sciences. Il leur fait notamment remarquer qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'indices qui doivent s'articuler de manière cohérente. Qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, ou presque en tous les cas, mais dans la vie actuelle, qu'est-ce que vous connaissez comme ça qui, à partir d'indices, permet d'obtenir une vérité? Des enquêtes policières. À partir de quel moment est-ce qu'un enquêteur va pouvoir dire ce suspect-là est bien le coupable? Qu'est-ce qu'il va lui falloir? Des indices. De la même façon que dans une scène de crime, on ne peut désigner le suspect comme étant le coupable que si on a un nombre d'indices suffisant, c'est la même chose en science. On ne peut fournir une théorie, c'est-à-dire une explication réelle, à partir du moment où le nombre d'indices est lui aussi suffisant. L'enseignant donne l'occasion aux élèves de chercher dans la vie quotidienne des situations analogues à la situation vécue dans cette séquence. Il leur permet ainsi de comprendre que des compétences acquises en sciences sont transférables dans leur quotidien, mais également de renforcer les connaissances découvertes lors de cette séquence portant sur l'évolution.